Bienvenue à tous. L'astronomie est à la fois fascinante et effrayante. Qui n'a pas déjà eu le frisson et le tournis en contemplant les étoiles un soir d'été? Qui n'a pas déjà été impressionné par les dimensions irréalistes que nous propose l'espace? Qui n'a pas déjà été découragé par la complexité de notre univers? Personnellement, je suis passé par tous ces états, mais la passion l'a emporté et je me suis petit à petit sérieusement intéressé à la matière. J'apprends sans cesse de nouvelles choses et à chaque fois je suis époustouflé par ce que je découvre. Et ce n'était pas gagné car au départ je pensais que l'astronomie était inaccessible et que je ne pourrais qu'en voir la surface, qu'en apprécier les bases et me limiter seulement à la simple contemplation du ciel. Mais je voulais comprendre le plus possible parce que je trouvais ça trop atypique pour ignorer ce monde grandiose autour de moi. J'ai surtout appris que pour embrasser le cœur de la matière, il faut être un minimum armé de concepts, de visions. Mon but avec les futures vidéos sur l'astronomie, mais pas seulement sur ce sujet, c'est de vous partager à ma manière une passion, en ayant une progression telle que petit à petit, on arrive ensemble à une meilleure compréhension de ce qui se joue au-dessus de nos têtes, mais aussi sous nos pieds, autour de nous. Donc, tu te lances sur YouTube en 2021, alors que tout le monde à peu près a évoqué tous les sujets. C'est un peu vrai, mais peu importe. Pour moi, il n'y a jamais trop de savoir. Dans ma démarche, je n'ai pas la prétention d'être un grand savant détenant la science infuse. Simplement, je voudrais populariser un sujet que je trouve fascinant. Selon moi, la culture, la connaissance, le savoir méritent d'être partagés en abondance. Personnellement, je déplore le fait que l'astronomie ne soit pas super populaire. Je sais qu'il y a quand même de plus en plus de vidéastes de qualité qui la vulgarisent, et c'est d'ailleurs génial. Mais je tenais quand même à vous faire ma propre approche. On va donc démarrer l'aventure par un peu de vocabulaire. Ce ne sera pas exhaustif, mais ça permettra d'avoir déjà pas mal d'outils dans la boîte, histoire de mieux apprécier les propos futurs. Ça m'évitera également certains temps de définition dans les vidéos à venir. Avant de démarrer, je précise que certaines notions, bien qu'importantes, seront volontairement écartées, car on va les aborder plus en profondeur dans le futur. Vous ayant dit cela, démarrons par ce que nous avons au-dessus de nos têtes. Et ce que nous avons au-dessus, d'abord, c'est une chose élémentaire mais qui mérite d'être définie, le ciel. Le ciel, ce n'est pas seulement les nuages que l'on peut voir tout au long de l'année, se balader en l'air au gré du vent. On définit classiquement le ciel comme étant l'espace au-dessus de nos têtes, le fond sur lequel on observe les astres. Donc, c'est bien plus vaste. Et un astre, c'est un corps céleste naturel, c'est l'appellation générique pour désigner par exemple une planète, une comète, un astéroïde, etc. Pour peu qu'il ne se soit pas formé artificiellement cependant. Les étoiles que nous voyons dans le ciel la nuit sont toutes des astres. Mais attention, le mot étoile a plusieurs significations. Aujourd'hui, on va en expliquer une seule. En fait, lorsque vous admirez les étoiles, un soir d'été par exemple, vous admirez tous les astres visibles à l'œil nu à un moment donné, depuis un endroit donné. On désigne par abus de langage étoiles ce qui brille dans le ciel en fait. Par le jeu de leur positionnement dans celui-ci, elles forment différentes figures que l'on peut admirer selon le moment de l'année, notre point d'observation ou encore le moment de la nuit. Les formes qu'elles décrivent sont ce que l'on appelle les constellations. Mais c'est une création purement humaine. Prenons l'exemple de l'une des plus sympas, l'une des plus connues, même des grands novices, la constellation de la Grande Ourse. Si certains y voient effectivement une forme animale, d'autres voient une casserole ou encore un chariot. Personnellement, ça m'évoque plus une casserole.
Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que d'autres civilisations du globe associent d'autres représentations aux mêmes constellations, aux mêmes regroupements d'étoiles. C'est finalement une histoire de deux points de vue. Attribuer une figure aux étoiles, créer une constellation, c'est d'ailleurs un phénomène somme toute assez ancien. En vérité, il s'agit d'une action de notre cerveau qui a tendance à associer des formes observées à des représentations qu'il connaît déjà. Cette illusion d'optique se nomme la pareidolie. Bon, s'amuser à concevoir des constellations n'est pas trop dur. Il y a des milliers d'étoiles dans le ciel. C'est d'autant plus simple lorsque les astres sont très brillants. D'ailleurs, la luminosité des astres peut découler de plusieurs phénomènes. Bien sûr, à l'instar de notre Soleil, elle peut être créée par le corps céleste lui-même. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, nous percevons la lumière car celle-ci est en partie réfléchie par l'astre de manière incidente. C'est ce que l'on appelle l'albédo. L'albédo permet de mesurer la faculté réflective d'un corps entier ou d'une portion de surface. C'est une valeur allant de 0, un corps parfaitement noir, parfaitement sombre, jusqu'à 1, soit l'équivalent d'un miroir parfait. Il y a un lien entre les couleurs et l'albédo. Vous avez sûrement dû déjà constater que le blanc a tendance à éblouir, à l'instar de la neige, alors que le noir a tendance à absorber la lumière sans la réfléchir. C'est ainsi par exemple qu'une planète de glace, qui serait éclairée par notre Soleil, aurait un albédo bien plus élevé qu'une planète recouverte de lave séchée. D'ailleurs, la ville de Los Angeles, par exemple, tend à peindre les toits de ses bâtiments en blanc pour faire chuter la température de la ville. C'est aussi pour cela qu'au ski, on bronze vite, à la plage également, car neige et sable ont un albédo plus élevé que le goudron. On bronze entre guillemets indirectement. Prenons la Terre. Son albédo est de 0,37. Elle réfléchit ainsi 37% de la lumière qu'elle reçoit du Soleil. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il faut que je vous parle d'une notion voisine qui est liée, la magnitude. Avec l'albédo, on est en présence de la capacité à réfléchir de la lumière. Avec la magnitude, il s'agit tout simplement de mesurer la brillance, l'éclat général d'un astre vu depuis la Terre. Une magnitude négative indiquera un astre brillant, alors qu'une magnitude positive révélera un astre plutôt sombre. Le Soleil est par exemple à environ -26. L'étoile polaire, que l'on trouve assez facilement dans le ciel pour peu que l'on sache où chercher, a une magnitude de 2. Précisons quand même que plus l'environnement alentour depuis lequel vous observez est lumineux, pollué par la lumière des villes par exemple, plus il vous sera difficile de distinguer les étoiles. Il existe d'ailleurs des sites sur internet répertoriant les zones selon leur pollution lumineuse. Et je vous le dis d'ores et déjà tout net, a priori, le Benelux, c'est nul, la Corse, c'est top. Mais n'y voyez pas un quelconque slogan publicitaire. Pour mieux voir encore, abordons maintenant les outils d'observation. On va être bref. On peut citer d'une part le télescope, d'autre part la lunette astronomique, enfin la bonne vieille paire de jumelles. Bon, je pense que tout le monde sait distinguer les jumelles du reste. Globalement, on s'en sert pour une observation au loin, mais d'un environnement qui reste assez proche, un environnement plutôt terrestre. Son but premier n'est pas l'astronomie, mais elles permettent quand même de mieux observer le ciel nocturne que le simple œil nu. Le télescope, comme la lunette, sont eux, en revanche, dédiés à l'observation astronomique. Ils autorisent, selon les modèles, une observation largement plus précise et profonde du ciel. Le premier est pourvu en son sein de miroirs, la seconde de lentilles. Toutefois, leur utilité d'observation diffère, mais ce n'est pas le propos du jour. J'en profite pour chaudement vous recommander de ne jamais, mais jamais, observer directement le soleil, et surtout pas avec un télescope ou encore des jumelles. Vous deviendriez aveugle. Ce type d'observation se fait avec du matériel adapté et dans certaines conditions. L'étude scientifique du ciel, des astres et des lois qui régissent tout ça
C'est donc l'astronomie. On le voit en étudiant l'étymologie du terme. Le mot provient du grec aster, signifiant étoile, et nomos, les lois. L'astronomie ne doit donc pas être confondue avec l'astrologie, car cette dernière n'est non pas une science, mais plutôt une croyance, et je dis cela sans jugement de valeur. L'astrologie vise à conceptualiser une potentielle influence des astres sur nos vies. Les deux sont liés par le ciel sans être identiques. Il y a des siècles, nombre de savants s'intéressaient à l'astrologie. Les deux notions étaient étroitement liées en fait. Il existe évidemment des gens qui ont fait de l'astronomie leur métier. Bien souvent, ils sont regroupés dans des organismes comme par exemple la NASA, l'Agence spatiale américaine, ou encore son homologue européen, l'ESA. Vous savez, si l'astronomie est bien une science, toute science n'implique pas d'être étudiée par des professionnels, dans le sens par des personnes dont c'est le métier. Et de ce que je sais, l'astronomie est la science la plus appropriée par les amateurs, donc par les non-professionnels. D'ailleurs, beaucoup de découvertes sont imputables à des amateurs, donc il ne faut pas être impressionné par la vocation assez scientifique de l'astronomie. L'univers, tout ce qu'il y a au-dessus de nous, est infini, ou à tout le moins vaste, mais d'une manière inconcevable. Alors, pour se simplifier la tâche et pour éviter de devenir complètement fou, il existe une façon hiérarchisée de le voir par le biais de différentes échelles. Il faut comprendre que toutes les échelles de mesure, toutes les façons de quantifier les choses de notre monde, tout ceci a été mis en place par l'être humain pour que ça puisse être accessible à son niveau, intelligible pour son esprit, pour qu'il puisse détailler la représentation du monde qui l'entoure. Le mètre, le kilomètre, le kilogramme, etc. Il y a fort à parier que si nous étions bien plus petits, ou à l'inverse, bien plus grands, la vision par exemple d'un kilomètre ou encore d'un gramme serait complètement différente et on aurait probablement usé d'autres mesures à notre échelle, on se représenterait différemment les choses. Bref, en somme, on mesure le monde en fonction de ce qu'il est par rapport à ce que l'on voit, à ce que nous sommes. Mais lorsque l'on se projette hors de notre bonne vieille Terre, dans l'espace, nos représentations terrestres, nos outils de mesure deviennent complètement ridicules, inadaptés face à l'immensité du cosmos. Vous le devinez. Les étoiles dans le ciel, vous ne serez pas en mesure, sur le vif, d'établir à quelle distance elles se trouvent, mais vous vous doutez qu'utiliser le kilomètre par exemple serait grandement insuffisant. C'est pour cela qu'il a fallu trouver un compromis par rapport à ce qui est compréhensible à notre échelle, tout en se permettant d'être efficace dans l'étude spatiale. Si vous êtes en quête d'évasion, vous allez être servi au point que notre bonne vieille Terre va vous sembler ridiculement misérable. Prenons l'exemple du système solaire. Il s'agit de tous les astres que l'on va trouver au voisinage entre guillemets de notre cher Soleil. Retenez qu'il n'y a pas d'universalité dans les astres. Leurs caractéristiques sont la conséquence de multiples facteurs et impliquent diverses choses. Chaque corps céleste est donc en quelque sorte unique. Par exemple, si on effectue un classement par taille, on peut d'ores et déjà voir que le patron, c'est clairement le Soleil. Ensuite, on pourrait constater que si nous sommes d'une taille honorable, notre bonne vieille Terre, on reste clairement petit par rapport à Saturne ou encore Uranus. Ça remet les choses en perspective. Une façon de mesurer un astre en général va donc être de prendre un point de référence connu à notre niveau à nous, tel que la Terre ou encore le Soleil, et de s'en servir selon la situation comme point de départ ou encore pour comparer avec un autre astre, sorte entre guillemets de méta-égocentrisme. Pour poursuivre, retenez que la distance nous séparant du Soleil est d'environ 150 millions de kilomètres. C'est gigantesque ou pas. Par le déplacement relatif des différents astres dans le ciel, cette distance est évidemment variable, non figée. C'est une moyenne. Cette valeur de 150 millions de kilomètres, cette distance Terre-Soleil,
Cela s'appelle une unité astronomique. Donc on prend 150 millions de kilomètres et on dit que désormais ça fait une unité astronomique. Cela apporte beaucoup plus de simplicité lorsque l'on se projette dans l'espace. Il faut être clair, étudier les abords immédiats de la Terre, c'est très utile, mais c'est également très limité. Donc on va avoir besoin de cette unité de mesure pour peu que l'on commence à aller loin, c'est-à-dire souvent. En bref, celle-ci est bien pratique pour définir les distances moyennes séparant les différents corps au sein du système solaire. Mais on s'intéressera bien plus en détail au système solaire à coup sûr ultérieurement. Maintenant, que se passe-t-il si l'on s'échappe de celui-ci? Dites-vous que, pour simplifier, quasiment chaque étoile que vous voyez dans le ciel est un peu un système solaire unique, un peu comme le nôtre avec des planètes, elles aussi toutes uniques. Et cette multitude de systèmes, cette multitude de multitudes, se regroupe par une sorte de paquet, les galaxies. Ainsi, une galaxie est un regroupement d'étoiles, mais aussi de poussière cosmique ou encore de gaz. Alors, la galaxie dans laquelle nous nous trouvons, c'est la fameuse Voie lactée. Elle compte beaucoup d'étoiles, mais alors vraiment beaucoup. Il n'est pas question de parler de quelques dizaines ou centaines, de milliers ou de dizaines de milliers. Pas même de millions, non, non. La Voie lactée contient des centaines de milliards d'étoiles. Du coup, le Soleil et son système dans tout ça apparaissent bien ridicules. Mais on va voir qu'il ne sera pas seul dans toute cette histoire. Lorsque l'on sort du système solaire, l'unité astronomique devient à son tour dérisoire. Il convient donc d'utiliser un autre outil, l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière dans le vide en une année. Dans le vide, elle se déplace à environ 300 000 km par seconde. Et en l'état de nos connaissances, on ne connaît rien de plus rapide pour des raisons qu'on ne détaillera pas aujourd'hui. Pour vous donner une idée, même si de telles représentations surchargent l'esprit humain, ça équivaut à 9,5 milliards de kilomètres et 63 000 unités astronomiques. C'est vraiment astronomique. Merci. Je vous laisse ainsi deviner à quelle vitesse la lumière atteint la Lune si elle partait de la Terre, sachant qu'elles sont distantes l'une de l'autre en moyenne de 380 000 km. On parlera certainement des galaxies plus en détail dans une future vidéo. Mais attendez, vous pensez que c'est tout? Que votre cerveau peut rester en paix? Non, 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 non. Sachez qu'on estime dans l'univers qu'il existe également des milliards de galaxies. Pour simplifier les observations, les astronomes confinent les galaxies dans des zones. À l'échelon du dessus, notre galaxie appartient à ce que l'on appelle le groupe local qui regroupe une cinquantaine de galaxies. À cette échelle, l'année-lumière peut à son tour devenir dépassée. Au besoin, on utilise le parsec, correspondant à environ 3 et quelques années-lumière. Il y a divers petits paquets de ce style rassemblés dans ce qui est baptisé le super amas de la Vierge. Et vu que l'univers semble régi par la règle du plus gros qui dévore le plus petit, c'est comme ça encore et encore, donc on va s'arrêter là car à ce stade, votre esprit, normalement, doit être particulièrement perché. Mais rassurez-vous, l'épopée astronomique ne fait que démarrer. Et c'est sur cette évasion cosmique que je vous laisse. Si vous en avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à promouvoir cette vidéo par le bouton j'aime ou de partage, ça aidera la chaîne à se mettre sur orbite. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.